Donc, utilisation des gaz à partir de 1915. Des gaz, comme je le disais, qui peuvent avoir des effets variables, soit asphyxie, aveuglement ou brûlure. La plupart du temps, ces gaz ne sont pas décisifs, mais ils angoissent beaucoup les soldats qui doivent de plus combattre avec un masque, ce qui est particulièrement difficile. Invention enfin des tanks qui au début plantent très très régulièrement, tombent en panne au bout de quelques mètres, mais qui deviendront beaucoup plus efficaces à la fin de la guerre et qui seront très utilisés par les Alliés lors de la contre-offensive de l'été 1918. Guerre industrielle parce qu'il faut produire pour la guerre, produire pour pouvoir poursuivre l'effort de guerre. On l'a vu, en 1914, les munitions prévues étaient insuffisantes. Il faut du coup s'organiser pour une guerre longue, une guerre où on va utiliser massivement l'artillerie. Donc les États vont prendre en main la production d'armement. On va créer bien souvent, comme en France, un ministère de l'armement en plus du ministère de la guerre. Et ce ministère de l'armement doit gérer la production pour approvisionner l'artillerie. Donc ça demande évidemment la mobilisation de très nombreux moyens. On va aussi procéder à des reconversions industrielles. On demande ou on impose à des entreprises de convertir leur production civile en une production militaire. Regardez la comparaison de la production de Renault entre 1913 et 1918. La production de voitures, donc civile, est divisée par 3. En revanche, la production de camions qui servent pour l'approvisionnement des armées est multipliée par 10. Et surtout, on va demander à Renault de produire des tanks, vous en avez un juste ici, de produire des moteurs d'avion, de produire des obus, d'employer de plus en plus de personnes, et on en reparlera, une proportion d'ailleurs plus importante de femmes. Des économies qui vont se mobiliser pour la guerre, et on va pouvoir parler d'économie de guerre, avec pour priorité la guerre, même si, et c'est compliqué, il faut parvenir à produire également pour l'arrière. Alors justement, la mobilisation de ces populations, ce qui rentre dans la définition de la guerre totale, la mobilisation la plus massive possible des populations. C'est d'abord évidemment la mobilisation militaire, à une époque où la force des armées dépend encore beaucoup de la démographie. Pendant la guerre, 70 millions de soldats vont être mobilisés, pas forcément tout au long de la guerre. Je vous ai mis quelques chiffres, 18 millions de Russes, 13 millions d'Allemands, 8 millions de Français. Ce qui est absolument énorme pour une population allemande qui est d'environ 60 millions de personnes, pour une population française un peu plus de 40 millions. Comme je l'ai mis, il faut trouver un équilibre entre mobilisation des soldats et maintien des ouvriers indispensables dans les usines, voire d'agriculteurs dans les champs. Ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et d'ailleurs, à la fin de l'année 1914, les différents gouvernements vont souvent rappeler un certain nombre de soldats parce qu'on en a besoin dans les usines. Là aussi, c'est l'opprobre de la guerre industrielle. Trouver cet équilibre entre une production de guerre et le maintien de soldats sous les armes. Mobilisation du coup dans les usines, donc on rappelle des ouvriers qualifiés qui sont indispensables dans les usines, et on va essayer de mobiliser d'autres parties de la population, notamment les femmes. Alors, les femmes travaillaient avant 1914, notamment dans les champs. Les femmes travaillaient également dans les usines. C'était parfois un peu plus rare. Et ce qui va être symbolique de ce travail des femmes, c'est le travail dans les usines de munitions. Ces femmes qui vont être surnommées des munitionnettes, qui travaillent dans des conditions d'ailleurs très difficiles. Elles sont souvent moins payées que les hommes. Elles doivent effectuer des travaux très lourds, porter des charges, se baisser, et on est quand même dans des usines
de munitions. Il y aura quelques accidents, notamment en Angleterre, une usine entièrement soufflée par l'explosion d'un obus. Les femmes sont aussi très très sollicitées à la campagne, puisqu'elles doivent souvent, avec l'aide de leurs enfants notamment, remplacer les maris qui sont partis à la guerre. Autre mobilisation, celle de travailleurs étrangers, comme les Chinois par exemple. La Chine qui rentre en guerre en 1917, son effort de guerre consiste en grande partie à fournir des travailleurs qui vont aider en France et en Angleterre par exemple. Mobilisation financière, il faut trouver de l'argent pour la guerre. Comme dit l'expression, c'est le nerf de la guerre. Vous avez plusieurs possibilités. Ou vous empruntez à l'étranger, ce que la France et l'Angleterre font aux États-Unis, ou vous empruntez auprès de vos populations. Pour emprunter auprès de vos populations, la meilleure méthode, c'est d'en appeler au bon sentiment de cette population, notamment au sentiment patriotique. Allez, on va les avoir si vous donnez votre or. Donc toute une propagande va se développer à travers notamment des affiches pour appeler à prêter de l'argent pour l'effort de guerre. Vous voyez une affiche de l'emprunt national avec une image patriotique, le soldat français, le poilu, en train d'étrangler l'aigle allemand qui a perdu le casque à pointe pour le suprême effort. On demande de l'argent pour la victoire finale. Autre possibilité, quand l'appel au patriotisme commence à être un petit peu répétitif, vous pouvez aussi culpabiliser cet arrière. Regardez la deuxième affiche de propagande. Ohé les braves gens, versez votre or, nous versons bien notre sang. Le poilu qui est sur le front culpabilise les personnes de l'arrière et leur demande de contribuer comme ils le peuvent, c'est-à-dire avec une contribution financière. Toute cette propagande va installer ce que les historiens ont appelé une culture de guerre. Même si la question est de savoir si les populations sont toujours imprégnées véritablement de cette culture de guerre ou si ça ne reste pas parfois un petit peu superficiel. La base pour un État en guerre, c'est de contrôler les informations, notamment pour empêcher la divulgation de secrets militaires, mais également pour empêcher la diffusion de nouvelles qui seraient mauvaises pour le moral des populations et donc pour l'effort de guerre. Les États vont pratiquer la censure. Je vous ai mis un exemple dans le journal L'Éclair comtois. Hop, une case blanche. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'article en question, pour une raison que l'on ignore, a été interdit de diffusion. Mais il faut bien voir que la plupart des journaux, en fait, vont pratiquer l'autocensure. Pour éviter d'être censurés par l'État ou parce qu'on partage la vision patriotique, on propose, comme ici le petit journal, des articles qui sont totalement en phase avec la propagande gouvernementale. Alors, tout ça, c'est des choses que vous connaissez d'habitude, qui sont assez simples. Exaltation du sentiment patriotique, vous voyez, comme à Valmy, la référence à la Révolution française, le drapeau français avec donc, drapeau d'un régiment avec les différentes victoires inscrites dessus, l'idée d'une guerre juste, on fait toujours la guerre pour une bonne raison, idée d'une guerre défensive, alors ça, c'est le meilleur argument. La France est attaquée, il faut libérer le territoire national. Alors, cela dit, en Allemagne aussi, on parle d'une guerre défensive. On dit, voilà, on a attaqué la France, mais si on ne l'avait pas fait, on allait être encerclé par la France et la Russie. Idée d'une guerre pour la civilisation, alors on défend toujours la civilisation face à la barbarie. Alors évidemment, les Français disent ça des Allemands, les Allemands disent ça des Français. En parallèle, diabolisation de l'ennemi. L'ennemi, c'est le barbare,
c'est le monstre, le destructeur. Vous avez une caricature assez célèbre qui est parue dans le Petit Journal. Les Alliés, qui sont représentés comme des soldats, donc à échelle humaine, face au monstre germanique avec le casque à pointe prussien et le képi autrichien. Ce dragon qui baigne dans le sang des morts et avec à l'arrière tout un ensemble de destruction. Donc on diabolise l'ennemi. En France, par exemple, on va insister sur la destruction de la cathédrale de Reims par les bombardements d'Allemands. L'Allemand, c'est le barbare qui détruit la culture française, la culture occidentale. Les Allemands diront, ce sont les Français qui ont fait de la cathédrale de Reims un poste militaire et qui nous ont forcés à tirer sur cette cathédrale. Ce sont eux les barbares. Donc évidemment, cette propagande, elle peut marcher dans les deux sens. L'objectif de cette propagande, maintenir la population mobilisée en vue d'une guerre longue. Éviter le découragement, éviter les grèves, éviter que l'arrière, finalement, ne fragilise les combattants. Du coup, cette propagande, c'est très compliqué. Il faut trouver un équilibre subtil. Ne pas donner de nouvelles trop pessimistes, sinon, évidemment, c'est le découragement. Dire voilà, les Allemands sont à 30 km de Paris, voilà, c'est quand même très inquiétant. Mais pas non plus de nouvelles trop optimistes. Il faut éviter ce que vous voyez ici en 1915, ce type d'image complètement irréaliste d'offensive française à la baïonnette. Pourquoi il faut éviter ça? Parce que les Français vont comprendre au bout d'un moment que toutes ces victoires n'en sont pas réellement, parce que si c'était le cas, les Allemands ne seraient plus présents sur le territoire français. Donc, il faut trouver un équilibre dans cette propagande, et ça explique qu'à certains moments de la guerre, notamment en 1917, cette propagande fonctionne beaucoup moins bien, et les populations font face au découragement. Pardon. Alors, j'avais mis également ce document qui est assez intéressant, par un aristocrate anglais pacifiste, les principes élémentaires de propagande de guerre, qui s'appliquent pendant la Première Guerre mondiale, mais en fait pendant la plupart des guerres. Il faut faire croire que notre camp ne veut pas la guerre, que l'adversaire en est responsable. Donc ça, c'est l'idée de base, c'est toujours l'autre qui est responsable de la guerre. Et dès 1914, les différents gouvernements vont publier des documents pour montrer que c'est l'adversaire qui est responsable de la guerre. Faire croire que l'adversaire est moralement condamnable, que c'est lui qui est fautif, que la guerre a de nobles buts. Donc là encore, on est dans ces justifications. Que l'ennemi commet des atrocités délibérées et pas nous. Donc on va accuser notamment les Allemands de commettre des atrocités en Belgique, que l'adversaire subit bien plus de pertes que nous, que Dieu est avec nous. Alors ça aussi, c'est assez formidable. Pendant la Première Guerre mondiale, chaque pays considère qu'il est protégé par Dieu, alors que fondamentalement, la plupart des belligérants sont chrétiens. Alors, il peut y avoir des variantes dans ce christianisme, mais c'est quand même théoriquement le même Dieu. Que le monde de l'art et de la culture approuve notre combat. Pendant la Première Guerre mondiale, il va y avoir des artistes, des philosophes, des scientifiques qui vont soutenir l'effort de guerre de leur pays. D'ailleurs, des débats entre scientifiques français et scientifiques allemands qui défendent leur pays. Faire croire que l'ennemi utilise des armes illicites, et pas nous. C'est la question notamment des gaz. Les Alliés accusent les Allemands d'utiliser des gaz, ce qui est vrai, mais les Alliés vont le faire également. Et il faut faire croire surtout que ceux qui doutent des 9 premiers points sont soit des traîtres, soit des victimes des mensonges adverses. Car l'ennemi, contrairement à nous qui informons, fait de la propagande. La base de la propagande, c'est de dire que ce n'est pas de la propagande, mais évidemment de dire que l'adversaire, lui, fait de la propagande.